Pour t'introduire un petit peu, déjà, tu travailles chez Usain depuis un moment et l'année dernière, ça a été assez dynamique sur la partie recrutement pour Usain. Donc, tu as accumulé beaucoup d'intérêt sur la question des KPI et plus globalement, accumulé beaucoup de savoir sur ce que c'est de scaler des équipes, notamment tech. Donc, ça va être hyper cool d'avoir ton partage d'expérience. Et le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais partager, hop, une petite intro sur TPC aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas si vous voyez bien mes slides. Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce, Sarah et Pierre, si c'est bien bon au niveau du partage? Ok, trop cool. Donc voilà, j'en profite, puisque Mehdi n'est pas là aujourd'hui, pour vous présenter un peu les coachs TPC et les experts qui travaillent avec toute la communauté justement pour dynamiter un peu les recrutements tech et pour aider tous les recruteurs tech à connecter avec notre communauté de talents. Donc voilà, des experts en design, en product et en engineering principalement, aussi en data. Et on fait vivre cette communauté tous ensemble avec l'équipe TPC et tous les membres. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à rejoindre notre communauté de recruteurs tech. C'est complètement gratuit. Ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on organise ce type d'événement avec des experts de la communauté, du crew, pour faire du partage d'expérience et élever un peu le game de tout le monde, échanger sur des pratiques. On envoie aussi des grands dossiers. Je viens d'en lâcher un d'ailleurs sur LinkedIn et c'est un dossier sur lequel on a travaillé avec Sarah et 13 membres de la communauté où on vous partage vraiment des best practices sur l'expérience candidat. Donc, n'hésitez pas aussi à y accéder. Si vous faites partie du crew, vous recevrez demain ce dossier. Et il y a aussi toute la partie partenariat avec nos 400 entreprises tech partenaires qu'on connecte avec les membres de la communauté TPC. On a 10 000 personnes en product, en design, en data et en engineering. Vous avez les petits QR codes si ça vous intéresse pour soit rejoindre à gauche la communauté, soit parler de vos enjeux de recrutement à droite. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense qu'on commence à avoir un peu de monde dans la room. Donc, je vais te passer le micro et la presse, Pierre. Et puis, let's go. On va parler des KPI dans le recrutement. Et n'hésitez pas, je vous redis, à mettre vos questions dans le chat pour la presse de Pierre. On en reparlera, ok, on les posera à la fin. Merci. Top. Bah, super Mathias, merci pour l'intro. Attends, je partage juste mon écran. Ça avait marché en test, ça devrait le refaire. Dites-moi si c'est bon pour vous. Ah, génial. Génial. Eh ben, on est parti. Merci à tous déjà d'être là. Je vois qu'il y a beaucoup de monde et je suis super content que vous soyez tous là, de pouvoir profiter un peu de ce moment pour parler, pour partager un peu des expériences, faire un peu un retour d'expérience sur le sujet que Mathias a introduit, qui est celui des KPI. L'idée, c'est pas forcément de donner des recettes miracles, mais un peu des retours d'expérience, des choses sur lesquelles on a itéré, des erreurs qu'on a pu faire ou que moi-même j'ai pu faire personnellement et comment on les a modifiées. Et se poser la question de comment on utilise nos données, comment on utilise nos KPI dans une démarche d'amélioration et pour rendre les TAM les TAM et les recruteurs plus capables de s'améliorer, d'améliorer les process, d'être dans une démarche proactive. Je vais commencer très rapidement par me présenter parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais pour vous expliquer un petit peu qui je suis, je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans, j'habite à côté de Paris, à Maisons-Alfort. Et j'ai eu toutes mes expériences de ma jeune carrière dans le recrutement. J'ai pu voir 3 mondes assez différents. Dans un premier temps en stage, où j'avais fait des stages dans des ESN, où j'ai vu des aspects qui ont été assez constructeurs pour moi, notamment de la partie KPI. On pourrait en parler pendant très, très, très longtemps, mais ce n'est pas le sujet du talk. Ensuite, après ça, j'ai fait du cabinet de recrutement, donc spécialisé plutôt dans la tech. Et ça fait un peu plus d'1 an que je suis chez Usain, que j'ai rejoint, dans un contexte que je vais vous décrire tout de suite. Et vous allez assez rapidement comprendre pourquoi je vous fais le retour d'expérience. D'abord, je vous présente Usain, pardon. Qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On est une scale-up française qui a été créée en 2013. Qui a comme mission, d'un point de vue de produit et de vision, d'aider les PME européennes à contractualiser leurs accords rapidement et en toute sécurité. Donc, ça a plusieurs aspects. Il y a un aspect de contractualisation, puisqu'on est fournisseur de solutions de signature électronique, ce sont des solutions certifiées,
et penser sur les besoins des TPE-PME, il y a une notion d'aide parce que le projet derrière et la promesse de Usign, c'est pas uniquement de vous fournir des solutions de signature, mais d'accompagner, un entrepreneur, une petite entreprise, voire plus grande, puisqu'on peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'employés, à travailler sur la contractualisation. Donc c'est, des add-ons qui vont faciliter le fait de gérer des contrats, de collaborer dessus, et cetera. Produit très chouette et si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas encore, il y a une période d'essai gratuite de 14 jours, sur le site Usign. J'ai mis quelques métriques, mais en gros, gain de temps, une demande de signature peut être envoyée en moins de 3 minutes, 70 de contrats signés dans l'heure et 45 d'augmentation du taux de signature, pour vous donner un petit peu les principaux impacts de ce qu'on fait et de la valeur qu'on propose à nos clients. Mais c'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de chiffres et je vais essayer de zoomer sur la partie RH et sur la partie recrutement, parce que moi, je suis arrivé chez Usign en 2021, directement dans l'équipe de recrutement. À l'époque, on était 2 TAM. Aujourd'hui, l'équipe, c'est une équipe de 8 personnes, qui s'est beaucoup structurée. Mais quelques chiffres, Usign, c'est une entreprise qui a été fondée en 2013, qui a levé une première cible de 3,5 millions en 2017 et une série A de 30 millions en 2021, donc juste avant que j'arrive. À ce moment-là, vague très porteuse autour de la signature, de la dématérialisation, et grosse demande de nos clients. Donc le choix est fait d'accélérer pour Usign un développement qu'on va essayer de déployer à l'étranger, de faire évoluer notre produit pour répondre à de nouveaux cas d'usage et plein d'autres projets qu'on a bien entamés depuis et qu'on continue aujourd'hui. Un effectif de on est plus de 200 chez Usign. On a fait plus 150% sur 2022, donc c'est notamment un des challenges que je voulais qu'on raborde ensemble. On a fait 90 recrutements sur 2022. En termes de chiffres, ça ne correspond pas parce que sur les recrutements de 2022, ça va aussi prendre en compte les gens qu'on a recrutés en octobre, novembre, décembre de 2021 et qui sont arrivés, qui comptent dans l'effectif des arrivées de 2022. On est deux recruteurs à se partager la tâche, Mélanie côté business et moi côté tech. Et les bureaux à Paris, à Caen, en full remote, et une expansion en Allemagne et en Italie. Je passe assez vite là-dessus, parce que si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, on peut en parler avec grand plaisir. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout de réfléchir et de faire un peu un retour en arrière sur comment on a transformé en peu de temps et à peu de personnes une entreprise qui, à l'époque, recrutait maximum 20-30 personnes à l'année, à la structurer et à créer une machine de recrutement qui nous a permis de recruter 90 personnes sur une année complète. Et là, aujourd'hui, d'être à depuis le début 2023, on doit avoir complété déjà une vingtaine de recrutements. On a un plan qui est un petit peu plus limité que celui de l'année dernière, mais de faire un peu un retour de comment on construit ça. 2 challenges qui se présentaient à nous et qui se présentaient notamment à moi, même si je n'étais pas seul et je suis toujours pas seul sur la partie recrutement. Le premier, c'était de créer une machine de recrutement qui nous permette de répondre à ces besoins-là. Je fais une différenciation en réalité entre le fait de créer une machine, d'avoir les personnes qui soient capables de le faire. L'idée d'avoir une machine de recrutement efficace, c'est-à-dire que ça fonctionne en toutes circonstances, qu'on a des process, des outils, des méthodes qui sont mis en place, qui sont éprouvés et qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, versus de dire j'ai recruté un super TAM, il a d'excellents résultats, mais en réalité, je suis complètement dépendant de cette personne et derrière, je n'ai pas forcément la structure de répliquer ce modèle-là. Le deuxième objectif, c'était d'identifier nos axes d'amélioration et de les corriger, parce que c'était nouveau pour nous de recruter sur de tels volumes et qu'on savait que si erreur il y avait, et il y allait avoir des erreurs, il fallait rapidement les identifier, rapidement les corriger. On a recruté, par exemple, plus de 40 personnes dans nos équipes sales. Le gros enjeu, c'était absolument de se dire qu'à partir de février, mars, avril, on commence à être 100% autonome et qu'on ne peut plus être dans une période de tâtonnement à cette période de l'année. Sinon, si on prend en compte les temps de déroulé, les périodes de préavis et autres, on n'arriverait jamais à atteindre nos objectifs. Donc en se concentrant là-dessus, on a essayé, enfin on a essayé, non, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on continue à faire. On a essayé de remettre un petit peu l'analytique et les KPI au cœur de ce qu'on fait. Moi, j'avais déjà une grosse expérience à la fois en cabinet, mais aussi en ESN. Et j'ai essayé de m'inspirer, de puiser là-dedans pour commencer à itérer et créer des choses. Pour ceux qui sont, j'enchaîne, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les notions de KPI, ce que ça signifie, c'est des Key Performance Indicators. Donc, en gros, c'est des indicateurs de performance qui permettent de mesurer l'efficacité d'une personne, d'une équipe, d'une entreprise. C'est les objectifs qu'on suit, qu'on se fixe en amont d'une année, d'un trimestre et qu'on va chercher à atteindre ou à dépasser. Je vous ai mis les 2 KPI de base que la plupart des recruteurs, principalement les recruteurs en interne, mais je sais que certaines personnes en cabinet suivent également.
euh, qui sont des KPI de durée. Donc, on a le premier qui est le time to hire. Entre le moment où je lance mon recrutement et le moment où je finalise le recrutement de la personne, combien de jours se sont écoulés? Et le time to fill, entre le moment où je lance mon recrutement et le moment où j'ai un employé qui prend son poste dans mon entreprise, combien de jours s'écoulent? C'est des KPI très simples à calculer. Je fais un différentiel de date. Je peux le calculer pour faire une moyenne pour un TAM. Je peux le calculer pour un métier précis. Je peux le calculer pour une équipe ou autre. Mais je trouve pas ça bon. C'était un petit peu là où je voulais en venir. Je trouve que les KPI de jour que je suis en train de vous décrire sont utiles, sont importants, mais apportent une vision qui était pas assez complète. C'est le constat qu'on a fait et nous permettait, nous limiter dans le champ d'action qu'on avait. La première conclusion qu'on en faisait, c'est typiquement, on se disait, on lance un trimestre de recrutement, on veut avoir un time to hire inférieur à, je vais dire des bêtises, mais 40 jours, et un time to fill inférieur à 130 jours. Je dis ça complètement au pifomètre, mais c'était à peu près dans ces eaux-là. Le problème, c'est en réalité, qu'est-ce que je fais de ces données-là? Je suis en mesure de dire, sur ce trimestre-là, mon time, il a atteint des objectifs que je lui ai fixés. Et c'est très bien, et c'est bien de se donner des objectifs, d'avoir des gens rapidement, d'être efficace dans le recrutement et d'avoir de s'incentiver sur le temps qui passe. Mais en réalité, moi, derrière ces infos, de manière rétroactive, j'en fais peu de choses. Savoir qu'en 2022, j'ai recruté un designer avec un time to hire de X jours, dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, quand je dois recruter potentiellement des développeurs ou des commerciaux, qu'est-ce que je fais de cette info-là? C'était pas la même période, c'était pas le même jour, et c'est pas parce que j'ai réussi à recruter un tel sur ces chiffres-là que je vais réussir à recruter quelqu'un d'autre en respectant les mêmes. Donc en réalité, ça représente surtout une analyse qui est a posteriori, mais que j'ai du mal à réutiliser pour la suite. Ça prend pas en compte le contexte dans lequel je suis, quel métier, quel manager, est-ce que l'équipe est mature, à quel point on est attractif sur ce rôle-là, et ça dépend de ces facteurs que je viens de vous décrire. Donc en gros, sans dire que c'est mauvais, c'est insuffisant. Nous, ce qu'on voulait faire sur les KPI, c'était aller plus loin dans cette démarche. Je vous ai construit un petit peu une pyramide de valeurs qu'on essaye d'escalader au fur et à mesure des mois et des années, qui décrivent un petit peu ce qu'on essaye de faire en se basant sur une approche analytique et sur de l'amélioration continue de nos recrutements. Le premier échelon, c'est l'échelon de base, c'est comprendre nos points forts et nos points faibles. Sur cet échelon-là, par exemple, des mesures de time to hire et time to fill sont intéressantes. Je sais qu'à une période donnée, je mets plus de temps à recruter, que sur un métier donné, je mets plus de temps ou moins de temps à recruter. Je commence à identifier des points faibles. Effectivement, ça peut être plus dur de recruter des profils très, très pénuriques en tech que de recruter des profils plus juniors dans d'autres métiers, etc. Une fois que j'ai défini ça, je ne suis pas au bout de la démarche, il faut que je définisse des mesures qui vont me permettre de m'améliorer. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui fait que j'ai des points bloquants ou des points forts? Est-ce qu'il faut que je revoie mon process? Est-ce qu'il faut que je revoie mon organisation? Est-ce qu'il faut que je revoie mon brief? Est-ce qu'il faut que je revoie l'efficacité de mon système de recrutement ou autre? Continuer à évoluer. Une fois que je sais faire ça, ce que j'ai envie de faire, c'est de définir des stratégies, des leviers collectifs. Parce que ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans la réflexion, c'est d'être très bon dans mon métier de tas, mais c'est que mes autres collègues aussi soient très bons. Mais c'est surtout qu'on ait une stratégie, une machine collective qui fonctionne. Si moi, je ne suis pas là, que je suis absent, ça marche quand même. Ça ne dépend pas uniquement de ma capacité à être sympa et à recruter plein de gens et au final, de ne pas diffuser cette connaissance, mais plutôt de créer quelque chose qu'on peut derrière passer à l'échelle et sur lequel on peut avoir des effets de levier, de dire si l'équipe doit faire x2, x3, on saura le faire. Et le dernier, c'est un peu l'objectif ultime, c'est de l'anticipation et de la planification. Pour être très transparent avec vous, aujourd'hui sur le niveau 1, on l'a atteint sur quasiment tous les aspects de nos recrutements. On navigue selon certains entre le niveau 2 et le niveau 3, plutôt aux alentours du niveau 3, et le niveau 4, on l'atteint que très rarement. Pourquoi? Pas parce qu'on est mauvais, mais parce que ça demande des échantillons de grande taille, ça demande un recul énorme, et ça demande aussi derrière de savoir vraiment comment on va vouloir manipuler nos données et ce qu'on veut vraiment en faire. Mais un exemple d'anticipation et de planification, c'est de dire: «J'ai l'expérience métier de savoir qu'un métier X ou Y va me prendre tant de temps à recruter. Je sais que tel TAM est potentiellement la personne la plus à même de mener à bien ce recrutement. Je sais qu'en termes de saisonnalité, c'est peut-être le bon moment de lancer ce recrutement-là. J'ai des problématiques de construction d'équipe, il faut que je fasse arriver un manager potentiellement avant les managers. Donc si quelqu'un vient frapper à ma porte en me disant: "Pierre, j'ai besoin de recruter je sais pas, un designer", et ben, je suis en mesure d'amener des éléments, de dire: "On va lancer le recrutement à tel moment, il faudra que ce soit telle personne qui travaille dessus, on peut s'attendre à avoir quelqu'un à telle date, il faut qu'on privilégie telle méthode de recrutement, il faut qu'on fasse un process de manière à optimiser nos chances." C'est l'objectif. On n'y est pas encore, mais je sais que certaines entreprises le font très bien et analysent de manière très poussée la saisonnalité, le staffing des recruteurs, à combien de recrutements est-ce que je suis le plus efficace, etc.
Pour ce faire, pardon, attendez, hop. Pour ce faire, pardon, j'ai voulu mettre en place une démarche qui soit un petit peu simplifiée, de ne pas forcément rentrer dans trop de chiffres et trop de KPI, mais plutôt d'en mentionner 3 qui sont assez classiques et que certaines entreprises utilisent, et de vous montrer comment nous, on les met en place, comment on les manipule et comment on maximise leur valeur. Ces 3 KPI-là, c'est le hiring mix, sur lequel je vais revenir, donc c'est le mix de mes sources de recrutement, c'est le NPS, donc le taux de satisfaction de mes candidats en process, et le tout dernier, c'est en anglais, c'est Offer Acceptance Rate, donc c'est mon taux d'acceptation de mes offres. On va détailler ces 3-là de manière assez synthétique, le but est plus de voir ce qu'on en fait. Le premier, comme je vous disais, c'est de se pencher sur notre hiring mix, ce qu'on fait tout bêtement, dès qu'on recrute quelqu'un, on mentionne sa source et on se fait un petit tableau qui va recueillir les sources de recrutement de chaque nouvel employé de chez YouSign. Très important de pouvoir déterminer, et c'est l'exercice que je voulais faire avec vous, mais à la fois les forces et les faiblesses de chacune de ces sources-là, parce qu'en plus, après, ça me permet de travailler sur mon hiring mix et de voir ce que je peux faire autrement, de voir là où potentiellement je peux avoir des manques, et également quels sont les enseignements que je peux en tirer. Donc moi, je vous ai fait cet exercice, certains seront d'accord avec moi, d'autres sûrement pas, mais je vous ai fait cet exercice de lister les pros et les cons de chacune de nos sources. Je ne vais pas revenir ultra en détail, mais l'avantage, c'est que derrière, on est capable, au-delà d'un pourcentage de recrutement, d'analyser vraiment ce que ça signifie derrière. Nous, on a 4 sources de recrutement principales. Le sourcing, qui est l'approche directe, je contacte des gens sur LinkedIn ou via mon réseau. Elles sont dans l'ordre d'importance. Donc, sourcing est le plus important, et ensuite, on descend. Inbound, c'est les candidatures entrantes, qui vont postuler via Welcome to Jungle, via des annonces et autres. Referral, qui est toute ma stratégie de cooptation. Les employés de mon entreprise vont me proposer des profils pour des postes ouverts ou potentiellement des postes même pas encore ouverts. Et le dernier, qui est ce qu'on appelle agencies. Je suis désolé, j'ai repris les termes anglais parce qu'après, vous allez avoir des extracts de nos données et elles sont en anglais, qui correspondent aux cabinets de recrutement et aux plateformes. Chacun a des avantages, chacun a des désavantages, et le but, c'est de les identifier et de les comprendre pour qu'après, on puisse actionner des leviers par rapport à ça. Exemple très simple, l'avantage du sourcing, je cible moi-même les personnes que je contacte, je suis dans une démarche proactive, donc c'est moi qui vais chercher le candidat, c'est moi qui crée mon pipe. Par contre, pour ceux qui ont déjà sourcé sur les niveaux, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps, il faut créer ses recherches, il faut contacter les personnes. Les gens ne vous répondent pas toujours, il faut les relancer. Les candidats, eux, sont dans une démarche passive, donc il y a un risque plus fort de se faire ghoster, c'est-à-dire de bloquer un entretien et que la personne ne vienne pas. Donc à nouveau une perte de temps et on repart à zéro. L'inbound, c'est une source assez classique. On gagne en temps et en effort, puis c'est directement les candidats qui postulent. Cependant, on est dépendant de l'attraction de l'entreprise et du poste. Certaines entreprises ont beaucoup de mal à lancer des stratégies d'inbound parce que ça dépend de leur visibilité et de leur capacité à attirer des candidats. Et c'est complètement normal, c'est le jeu. On est dans une démarche passive, donc on attend les candidatures et tout le monde est libre de candidater à n'importe quelle offre d'emploi. Il y a la possibilité, nous on le fait assez peu, de mettre en place des barrières à la candidature en posant des questions potentiellement pour déjà éliminer des candidatures. Nous on a fait le choix de ne pas le faire et de favoriser la candidature en quantité, donc oui, une phase de sélection. Agence, je le détaillais assez peu parce que c'est une source assez mineure chez nous, qu'on a complètement éliminé depuis mi-2022. Mais les avantages, ils sont gain de temps, puisqu'on délègue la compétence à quelqu'un, potentielle expertise métier de notre cabinet. Les désavantages, c'est très cher. On externalise la compétence et on retrouve les mêmes désavantages que le sourcing. C'est très bien les cabinets, j'en ai fait, et ça débloque énormément de situations, et vous allez voir, j'ai même un exemple qui va en leur faveur. Mais on retrouve ensuite les mêmes désavantages que le sourcing, c'est que les cabinets vont aussi devoir sourcer, donc vont devoir y accorder du temps, et on risque de se faire ghoster, des pertes, etc. Celui que je voulais, moi, sur lequel je voulais faire un focus, c'est celui des referrals, qui est une source qu'on a vraiment envie de booster, et qui, selon moi, est celle qu'il faut essayer de maximiser, tout en gardant un mix équilibré, je le détaillerai après, parce que qualité des candidatures, gain de temps, engagement candidat, les gens connaissent déjà des gens dans l'entreprise, ils sont plus engagés, ils sont plus motivés, et généralement, ils sont déjà très informés sur ce qu'on fait. Il y a des désavantages, évidemment, potentiellement une sélection des profils, puisque tout le monde peut postuler à une offre, tout le monde peut coopter quelqu'un à une offre, et à un moment ou à un autre, il faut aussi trier ces profils-là. Et il y a une question d'exécution. Pour que ma campagne de cooptation elle soit efficace, il ne suffit pas juste de lancer un outil, il faut mettre en place des challenges, la faire vivre, mettre en place des incentives et garder les gens motivés et intéressés dedans. Je continue, pardon. Ce qui nous intéresse au-delà des sources, mais c'était juste de comprendre un peu leurs forces et leurs faiblesses pour pouvoir après analyser les résultats que je vais vous montrer. À partir de là, on a un petit graphique camembert très classique. Celui-là, celui que je vous présente là, c'est
c'est le hiring mix qu'on a eu en 2022 sur l'ensemble de nos recrutements. Donc, je vous disais, on a fait plus de 90 recrutements. On en a fait au total 30. J'aurais pu détailler ce hiring mix par métier, par équipe, par période, mais ce que je trouvais intéressant, c'était de prendre l'hiring mix global et de le comparer à un hiring mix par métier. Vous verrez qu'on peut rapidement en déduire en identifier des leviers qui sont très facilement actionnables. Comme vous voyez, c'est assez équilibré entre le sourcing, l'inbound, la cooptation, puisqu'ils sont chacun entre 25 et 35%. Donc c'est quasi du un tiers, un tiers, un tiers, même si j'exagère un peu. Et les agences qui représentent un petit peu moins de 10%. Un conseil que j'ai typiquement sur le hiring mix, c'est d'être dans une optique où on cherche à équilibrer au maximum sourcing, inbound, cooptation, justement parce qu'ils ont chacun leurs défauts. Avoir un TAM qui recrute que en sourcing, c'est génial, c'est-à-dire qu'il connaît très bien le métier, qu'il sait écrire des super messages, qu'il est très convaincant. En revanche, ça lui prend énormément de temps. Donc, est-ce que derrière, il aura la capacité potentiellement de travailler sur plusieurs postes en même temps? Le sourcing nécessite notamment des temps de traitement un peu plus longs. Donc, comment est-ce que je fais quand j'ai besoin de donner à ce TAM qui potentiellement aujourd'hui travaille sur 4 postes, si j'ai besoin de lui en donner 8? Il n'arriverait pas à traiter les 8 de la même manière en sourcing. Il faudra qu'il trouve des moyens pour craquer, pour générer du recrutement, soit par l'inbound, soit par de la cooptation. Et à l'inverse, on peut trouver d'autres cas de figure. Ce qui est très intéressant, au-delà d'avoir le camembert de l'année, c'est de le comparer par exemple avec hiring mix des développeurs qu'on a recrutés en 2022. Donc ça, c'est moi, c'est mon travail. On a recruté 16 développeurs chez Usign en 2022. Et on se rend compte que tout de suite, le constat est assez différent. La part des agences reste des agences reste assez faible. Par contre, on se rend compte que sourcing et inbound recule et qu'on a une énorme hausse de referral. Et c'est ça qui m'intéresse. Je me dis, je recrute pour quasi 50% de mes devs en cooptation. Donc, levier actionnable directement. Quand j'ai des gros plans de recrutement de développeurs, je vais mettre en place des grandes campagnes de referral. Je vais booster la cooptation, je vais mettre en place des incentives plus intéressants et je sais que je vais dédier plus de temps à créer du pipeline par du referral que potentiellement à le dédier à de l'inbound où je sais que les taux de réussite seront plus faibles ou à du sourcing. Ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger. Si j'ai recruté 20% de mes développeurs par de l'inbound, c'est-à-dire que j'ai quand même des chances assez fortes que le prochain que je recrute vienne de candidatures entrantes et il faut quand même les traiter et quand même y faire attention et également essayer de les maximiser. Mais en tout cas, je sais directement la stratégie dans laquelle je vais être d'avoir quasi une chance sur deux que la personne que je recrute soit recrutée par de la cooptation. Je continue, je passe un peu du coq à l'âne pour parler de l'autre KPI dont je vous parlais, qui est le NPS, qui est une mesure assez classique qu'on peut utiliser au-delà du recrutement, mais ça signifie le Net Promoter Score qui, nous, en recrutement, va venir mesurer la probabilité qu'un ancien candidat recommande Usign vis-à-vis du process de recrutement. Comment ça marche? On envoie une enquête qui est directement générée par notre outil de recrutement qui dit au candidat, vous avez été en process avec Usign, combien vous noteriez cette expérience de 0 à 10? La personne note, nous, ça nous renvoie les données, et derrière, notre outil fait un calcul. Toutes les notes entre 0 et 6 sont considérées comme détracteurs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui non seulement ne va pas nous recommander, mais en plus peut être négatif vis-à-vis de son expérience. Les notes de 7 et 8 sont passives, c'est des gens qui n'ont pas voulu se prononcer, qui n'ont pas voulu soit nous faire trop de peine, soit voulu trop nous booster. Et il faut les prendre en compte aussi. Et 9 et 10 qui sont des promoteurs, donc des personnes qui sont capables de nous recommander, d'avoir une expérience positive et donc d'être une force de traction pour nous. Le calcul du NPS, c'est la différence du pourcentage entre les promoteurs et les détracteurs. On obtient une note qui est entre moins 100 et 100. Moins 100, c'est-à-dire que tout le monde est détracteur de ce que vous faites, donc il y a potentiellement de grosses sources d'amélioration. 100, ça veut dire que tout le monde est 100% convaincu que ce que vous faites, c'est génial. Et la réalité, elle est un petit peu entre les deux. À 0, vous êtes à la moyenne. Et selon les sources, on va considérer qu'un NPS qui est supérieur à 40 ou 50 commence déjà à être très, très, très qualitatif. Nous, à titre informatif, on a un NPS depuis... Pardon, attendez, je recherche la donnée. On a un NPS qui, depuis 2023, est à 61. Donc, on est sur des très bons chiffres, mais ça nécessite derrière des efforts et un travail que je vais vous redécrire. Le but, c'est de faire un peu un retour d'expérience sur comment on a fait pour maximiser le NPS, mais aussi de l'utiliser dans nos décisions de recrutement. Hop. Premièrement, le NPS, pourquoi on l'a mis en place? Ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, on était sur un ATS qui s'appelle Greenhouse, qu'on a coupé en septembre 2022, qui ne nous permettait pas de gérer des campagnes de NPS suffisantes. Donc, en réalité, on a assez peu de données et peu de visibilité sur ce qu'on faisait avant ça. Tout le retour d'expérience que je vous fais, il vous fait à partir du moment où on a migré sur Team Taylor, qu'on a lancé en octobre 2022, donc sur lequel on a à peu près 6 mois de retour sur expérience, où là, l'outil est génial. En quelques clics, je peux paramétrer mes candidatures de NPS, enfin mes campagnes de NPS. J'ai des dashboards qui viennent absolument tout mesurer, me donner le NPS global, mais également me permettre de filtrer par différentes étapes, par différents recruteurs, par différents recrutements. Et
on reste dans une dynamique de segmentation où c'est très intéressant de l'avoir de manière globale, mais si je peux zoomer sur un métier, si je peux zoomer sur une activité particulière, c'est encore plus intéressant d'en tirer des conclusions. Pourquoi le mesurer? Parce que déjà, ça mesure notre popularité, entre guillemets, auprès des candidats. Ça permet de se mettre dans une dynamique où on a envie de booster notre inbound, donc d'améliorer un canal du hiring mix, d'améliorer notre marque employeur, potentiellement notre capacité également à recruter, notre capacité d'acceptation d'offres et notre capacité de rétention sur les nouveaux candidats, et ça booste l'expérience candidat. Donc, en réalité, c'est top, on a envie de le faire, et on n'a surtout pas envie que tous les gens qui sont en process chez nous soient détracteurs, disent avoir passé un mauvais moment, et ont des choses à redire sur notre process. S'ils ont des retours, il faut les prendre en compte, mais s'ils en sont satisfaits, c'est quand même mieux. Le retour que j'avais à faire par rapport à ça, c'est qu'on a eu beaucoup de difficultés à vraiment calibrer nos stratégies de NPS. Pourquoi? Parce que le résultat, il peut être très facilement biaisé, pour une raison que je vais vous expliquer. Au moment où on lance les campagnes de NPS, c'est moi qui le lance, et je me dis, pour que quelqu'un soit à même de répondre à un NPS, il faut qu'il ait au moins rencontré 2 personnes chez YouSign. Donc, il soit allé au moins à l'étape de rencontre manager dans notre process. C'est-à-dire qu'il aura vu soit Mélanie, soit moi en tant que recruteur, puis ce manager, soit il est allé plus loin dans les étapes, jusqu'à être recruté ou pas, soit il s'est arrêté à cette étape-là. Et on envoie à toutes ces personnes-là des NPS. Souci, on travaille sur un échantillon qui est relativement faible et dans lequel on a une énorme part de candidats qui sont recrutés. En réalité, je n'ai pas le chiffre en tête, mais typiquement, si on fait le ratio entre les personnes qui vont à un hiring manager interview et les personnes recrutées, on a entre 15 et 20 personnes, 20% de recrutés. Donc ça veut dire que déjà 20% des personnes auxquelles j'envoie ces demandes sont des personnes qui ont plus de chances d'être satisfaits, et surtout les taux de retour sont différents. Quelqu'un qui n'a pas été recruté aura moins de chances de venir mettre potentiellement un avis positif ou passif, plus de chances de mettre un avis de détracteur, alors que quelqu'un qui a été recruté, 9 fois sur 10 va vous mettre 9 ou 10, certains mettent 8, mais en tout cas, c'est des gens qui sont très satisfaits. Donc en fait, je travaille sur un échantillon qui est biaisé, et je vais me réveiller, je vais regarder mon NPS au bout d'un mois en me disant, tiens, j'ai un NPS, à l'époque, on avait un NPS de plus de 75, on est des stars, tout le monde nous adore. Oui et non, en réalité, en fait, on ne demande qu'à des gens satisfaits, et on n'a pas un échantillon suffisant de candidats qui ont été refusés pour pouvoir le travailler dessus. Donc ce qu'on a fait, c'est très simple, c'est qu'on a décidé d'envoyer le NPS à partir du premier entretien. Ça fait des échantillons beaucoup plus importants, une part de candidats non recrutés qui est beaucoup plus faible, qui vient un petit peu balancer la part de candidats qui sont recrutés, et donc potentiellement ramener le NPS vers des mesures qui sont plus réalistes et surtout qui nous permettent mieux de nous améliorer. Aujourd'hui, on a plutôt un NPS qui est aux alentours de 50-60, donc qui a quand même baissé d'une quinzaine de points, qui reste bon. Hop, je continue. Pardon, je suis désolé, je vais trop vite dans la présentation. Il y avait un tout dernier KPI que je vous avais mentionné, sur lequel je n'ai pas pris le temps de faire une slide, parce qu'en réalité, c'est un concept qui est ultra simple à appréhender et qui a de valeur que si on le mixe avec d'autres. C'est le troisième que je vous avais mentionné, c'est le taux d'acceptation de nos offres. Typiquement, je fais une offre à un candidat, est-ce qu'il l'accepte ou non? L'idée, c'est que dès qu'on fait une offre à un candidat, il décide de venir chez nous, et à la fin d'une période donnée, je mesure le différentiel entre les candidats qui refusent et les candidats qui acceptent, ça me donne un pourcentage. Est-ce que j'ai 10% de mes candidats qui acceptent mes offres? Auquel cas, ça veut dire que j'ai besoin de faire 10 offres pour recruter une personne. Est-ce que j'en ai 50%? Est-ce que c'est plus? Ça mesure notre attractivité, notre capacité à recruter les personnes qu'on a envie de recruter, mais aussi notre capacité à avoir une approche qui est optimisée et à éviter les situations où je fais tout un process avec mes candidats, ils refusent mon offre, je reprends le process de zéro, ce qui est souvent la situation dans laquelle on est, je recrée un pipe, on fait progresser tout le monde, je refais une offre, et potentiellement je peux repartir à nouveau de zéro. Donc très long time to hire, très long time to fill, un recruteur qui passe beaucoup de temps sur le même métier, et in fine, le but c'est d'avoir, un peu dans un monde idéal, d'avoir un hiring mix qui est très équilibré, mais qui peut avoir des variations selon le métier, comme ça je sais quelles actions mettre en place, avoir un bon NPS qui va me générer de l'inbound, plus de flux de candidatures, potentiellement plus d'acceptation de mes sourcings, puisque les gens vont avoir entendu parler de nous, et un taux d'acceptance d'offres au taquet. Ça veut dire que je recrute les personnes que je veux, je ne reprends pas de zéro, et j'ai une capacité de closing et d'attraction qui est maximisée. Mais est-ce que ça marche vraiment? Qu'est-ce que nous, on en fait? Au final, je vous ai donné des KPI qui sont assez simples à mesurer. Je vous ai surtout dit que la clé, elle était un petit peu dans la manipulation et dans la coordination de ces KPI entre eux. Mais derrière nous, qu'est-ce qu'on en a fait? Et est-ce qu'on peut vous donner un peu des retours d'expérience, des succès qu'on en a eu? Je vous ai parlé de quelques échecs sur le NPS, sur des choses qu'on a mis en place. Avec un petit peu plus d'1 an de recul, on a, je peux affirmer qu'on a réussi à améliorer ce qu'on voulait améliorer, qu'on a réussi à déterminer des points faibles et à les améliorer, mais aussi à optimiser des points forts.
je vous ai donné quelques chiffres clés. Cet exercice-là, c'était le plus difficile pour moi à la préparation de ce webinaire parce que je vous dis attention, faites attention à vos KPI, vous ne fiez pas uniquement à eux, mixez-les entre eux, et à la fin, je vous donne des résultats sous forme de KPI. Parce que, in fine, ça reste quelque chose de parlant, mais je voulais un peu sortir de cette réflexion de juste dire on a diminué ça de temps parce que ça ne finit pas à ça et il faut potentiellement le coupler à d'autres infos. Le premier résultat dont on est très fier, c'est qu'on a réussi à complètement internaliser nos recrutements depuis mai 2022. C'est-à-dire qu'on a complètement arrêté de passer par des cabinets et des plateformes. Et aujourd'hui, Mélanie et moi, on gère à nous 200% des recrutements parce qu'on est capable d'anticiper notre charge, parce qu'on est capable de déterminer les meilleures sources, parce qu'on est capable de closer et d'avoir un bon taux d'acceptation d'offres qui nous permet d'optimiser notre temps et de régulièrement ouvrir les nouveaux postes et avancer dessus. Et c'est une grande fierté. Et surtout, ça correspond à une stratégie derrière, qui est une stratégie d'économie de coûts. Les cabinets, ça coûte cher, ça prend du temps. Et donc, nous, on a fait ce choix-là. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Je dis qu'avec une bonne stratégie de KPI, on peut avancer dans cette direction-là. Mais les cabinets, ça reste top. J'avais un exemple que j'ai complètement oublié de vous mentionner, mais au moment où je faisais le comparatif des hiring mix entre hiring mix de 2022, hiring mix de développeurs, il y a un autre hiring mix qui est encore plus parlant, qui est le hiring mix des DevOps. Chez Usign, l'année dernière, on a recruté 5 DevOps, 4 ont été recrutés par des agences, pour un total de 9 recrutements en agence. C'est-à-dire que quasi tous les recrutements en agence qu'on fait sont des recrutements de DevOps, et quasiment tous les recrutements de DevOps sont des recrutements en agence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça reste un canal ultra pertinent, ultra puissant sur un métier dédié, et que c'est important de le savoir. Pourquoi? Si j'ai envie de lancer un job de DevOps, je sais que je vais en priorité me tourner vers des cabinets. Potentiellement, je peux avoir un budget déterminé pour les cabinets sur l'année. J'ai envie de tout de suite avoir cette information-là pour savoir que ce budget, je le bloque pour des DevOps et que je ne vais pas aller le brûler sur des recrutements sur lesquels, en réalité, je suis capable de recruter par d'autres canaux. Donc, internalisation, mais les cabinets, c'est cool. C'est un peu la conclusion. Diminution du time to fill. J'ai fait un comparatif entre Q1 2022 et Q1 2023. On est passé de 133 jours. Alors, c'est mes KPI et moi, c'est uniquement sur la partie tech. De 133 jours à 75 jours. Parce que ce qu'on mesure et ce qu'on a envie d'améliorer, on est capable de l'améliorer. Taux d'acceptation des offres qu'on a réussi à faire passer au-dessus de 85% depuis début 2023. Sur l'année 2022, il fluctuait entre 75 et 82, 83% selon les périodes. On s'était fixé cet objectif d'atteindre 85%. Comment on le booste? En ayant des process plus courts, plus efficaces, en adressant les bonnes personnes, en tablant sur les bons postes, sur les meilleures sources de recrutement. Typiquement, le referral est une source qui permet de closer de beaucoup plus précisément, parce que les gens sont déjà impliqués, déjà investis dans l'entreprise. Plus de 150% de réponses au NPS, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut en envoyer beaucoup plus pour avoir un échantillon qui soit utilisable et auquel on puisse apporter un sens et une vraie lecture, et un NPS de 61 depuis début 2023. En bref, je vous ai fait un peu deux, trois éléments à retenir. Le but du jeu et l'exercice que je voulais faire, c'était vraiment prendre ces KPI simples et de vous montrer comment on peut les comprendre, qu'est-ce qu'on essaye de mettre derrière et comment on peut un petit peu les agencer entre eux pour optimiser le travail, pas uniquement d'Inta, mais vraiment de toute la machine de recrutement. Donc, 3 KPI simples à ajouter dans les prises de décision, vous pouvez le faire dès maintenant, ou en tout cas, vous pouvez pencher dessus. Le hiring mix, le NPS, le taux d'acceptation des offres. En réalité, il y en a plein d'autres qu'on peut utiliser et qui sont très intéressants, mais je trouvais ça intéressant de se centrer là-dessus. On peut mesurer nos taux de conversion, c'est-à-dire combien de candidats je suis obligé de voir pour faire un entretien manager, combien d'entretiens manager pour faire une propale, combien de propales pour un recrutement, combien de temps passe un candidat recruté dans le process, etc., qui sont plus des problématiques d'optimisation, mais qui permettent aussi de booster et d'améliorer sa machine de recrutement. Et alors là, attendez, je vais juste bouger parce que je ne vois plus ma slide. Yes. Et qui vont nous amener vers les objectifs qu'on s'était fixés tout à l'heure, qui étaient des objectifs sur la pyramide que je vous montrais. Le premier objectif qu'on cherche, c'est un objectif d'efficacité collective. Si j'ai un TAM qui est super bon, qui recrute tout le monde en sourcing, c'est génial. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de créer une équipe dans laquelle aujourd'hui j'en ai 2, 3, 4, 5 TAM et qui atteignent tous leurs objectifs et qui sont tous dans une démarche d'améliorer et de prendre les décisions les plus éclairées via les données qu'on a à notre disposition. Identifier des leviers actionnables, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Est-ce que je booste la cooptation? Est-ce que je change mes manières de mesurer le NPS? Qu'est-ce que j'ai envie de mesurer et quels sont les bénéfices que j'ai envie d'en tirer? Nous, ils sont assez simples, c'est j'ai envie de recruter rapidement, j'ai envie de recruter bien, j'ai envie de faire perdre le moins de temps possible aux interlocuteurs, j'ai envie de donner la meilleure expérience candidat à tout le monde. Et dans un second temps, je n'en ai pas parlé, mais d'avoir des KPI plus RH de
J'ai envie que les gens qui viennent valident leur période d'essai et un beau taux de rétention, restent longtemps chez YouSign, ils soient heureux et soient à même après de nous recommander. Créer des bénéfices d'échelle, parce que si je sais mesurer, je sais également ce que je dois optimiser, ce que je dois booster. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la source de la cooptation. Moi, c'est une source que j'ai envie de booster parce que je la vois comme étant un cercle vertueux. Plus j'ai d'employés, plus j'ai de personnes chez moi, plus j'ai de potentiels coopteurs, et donc plus j'ai un pool de personnes qui peuvent me proposer des candidats qui est important. Derrière ça, j'ai un effet de levier. Je vais potentiellement, pour le même job, obtenir plus de cooptation avec moins d'efforts. J'ai un effet de levier qui est de me dire, bah, là où potentiellement aujourd'hui je mets tant de temps à recruter une personne, je vais peut-être mettre 2 fois, 3 fois moins de temps et 3 fois moins d'efforts à recruter cette même personne d'ici une année, quand j'aurai optimisé ma cooptation. Donc des effets de levier, des effets qui permettent de maximiser mon efficacité. Là où ce n'est pas forcément le cas de sourcing, que ma boîte soit une boîte de 50 personnes ou une boîte de 500 personnes, j'aurais pas forcément de différentiel. C'est possible. Si on me connaît, les gens me répondront plus, mais en réalité, ils sont moins mesurables et moins tangibles. Avant-dernier élément d'analyse et de prévention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on sera au top et qu'on aura fini le jeu des KPI et des data, et ben on saura dire sur un hiring plan d'une année entière, tel job, il faut le lancer à tel moment, il faut faire tel portefeuille de métier à telle personne, il faut prévoir un lancement à telle date pour avoir une équipe qui est créée à telle date, il faut booster les budgets, les investissements de tels canaux et autres, et donc potentiellement de faire en sorte qu'une équipe qui recruterait X personnes recruterait de plus en plus, ou bien gagnerait du temps pour gérer des projets en optimisant son temps. Le dernier conseil et le dernier effet, c'est un effet de segmentation. C'est très bien d'avoir des KPI de base. Là où c'est top, c'est quand on peut les mixer entre eux et potentiellement aller comparer un hiring mix avec un NPS sur un métier. Exemple, j'ai lancé un métier d'un recruteur, j'ai énormément de mal à le faire. Je n'ai pas des volumes énormes parce que je n'ai pas recruté 50 recruteurs dans ma vie, donc j'ai du mal à analyser mon hiring mix. Est-ce que je n'irai pas voir mon NPS spécialement sur les recruteurs? Est-ce que les gens sont satisfaits de mon process ou pas? On a un peu un spectre avec 2 cas de figure. Le premier, les gens sont très satisfaits, pourtant je n'arrive pas à recruter. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que c'est moi qui suis trop exigeant. J'élimine énormément de candidats qui auraient été prêts à me recommander, auraient été prêts à me rejoindre. Donc soit je suis trop exigeant pour des raisons que je peux changer, soit je suis trop exigeant pour des raisons que je ne peux pas changer, et je peux peut-être optimiser mon process, améliorer ma capacité d'évaluer des candidats. L'autre cas de figure, c'est j'ai un NPS qui est très mauvais. Là, c'est très simple. Il faut que, pardon, il faut que j'améliore mon expérience candidat, que je forme mes managers à faire conduire des entretiens, etc. Et on est arrivé, pardon, au bout, mais j'arrive plus à changer de slide. Yes, on est bon. Canon, canon, canon. On va vous faire participer maintenant l'audience et vous poser une question. Je vais laisser Sarah vous partager le Slido et j'en profite pour te remercier, Pierre. Je t'ai laissé déborder, mais je t'ai fait signer un peu tard parce que Ouais, je vraiment, suis c'est désolé, tellement intéressant. j'ai essayé de garder un œil sur le timing, mais c'est pas évident, je suis désolé. Au contraire, et tu as partagé tellement de valeur que je n'ai pas eu envie de te couper. Je pense que tout le monde était à fond et il y avait beaucoup de questions qui arrivaient dans le chat. Maintenant, du coup, c'est à vous, les participants, de nous dire quel est le KPI un peu star que vous avez utilisé ces derniers mois. On va voir si ça connecte aussi avec ce que tu as partagé aujourd'hui, Pierre. Du coup, pour participer, nous donner votre réponse, je vous laisse juste flasher le QR code qui est à gauche et nous partager un peu votre KPI star, s'il fallait en choisir un seul. Et ensuite, on va donner le micro un peu à toutes les personnes qui ont posé des questions. On va pouvoir vous laisser directement parler à Pierre. Mais super, super curieux de savoir un peu quel est votre driver à vous en termes de métriques. Je pense qu'il y a eu beaucoup de matière à réflexion là, que tu nous as partagé, Pierre. Donc, on va voir un petit peu si ça connecte. Taux de conversion, time to hire, taux de clic sur Welcome to Jungle, je pense. Acceptance rate. Oh, il y a un gros upvote sur le taux de conversion, là, j'ai l'impression. C'est cool. Je vais vous laisser continuer à répondre. Le NPS, ok, top, ça connecte. Est-ce que ça t'étonne, Pierre, les premières réponses là-dessus? Ah, t'as le micro coupé. Je te laisse le réallumer. Pardon, excuse-moi, j'avais coupé mon micro pour déranger personne. Ouais. Non, ça ne m'étonne pas du tout. Le taux de conversion,
En fait, c'est un sujet à part entière et je voulais pas l'intégrer dans le webinaire parce qu'en fait, on aurait pu uniquement parler uniquement de ça et j'ai fait le choix conscient de l'écarter, de l'écarter de la présentation. Mais la réalité est que c'est le plus intéressant et que c'est celui qui va vraiment permettre de mesurer à la fois l'efficacité du recruteur dans le process, mais l'efficacité du process. Il va permettre de déterminer, moi, ce que j'aime beaucoup voir sur un taux de conversion, c'est de faire ma fusée et de voir à quel moment est-ce que j'ai les plus gros goulots. Hem, Typiquement, après c'est un avis qui est très personnel, mais l'objectif un peu ultime qu'on se fixe là-dessus, déjà, c'est de pouvoir les mesurer et de pouvoir déterminer s'il y a des choses anormales, soit en bien, soit en mal et de les détecter. Mais surtout, le cas de figure un peu parfait de mon taux de conversion, c'est de me dire: «J'ai un TAM qui fait un boulot énorme, qui fait une sélection très, très forte. J'ai des hiring managers qui rencontrent peu de candidats». Parce que comme ça, ils gagnent du temps, ils se concentrent sur des candidats pertinents. On offre à ces candidats-là la meilleure expérience et puis, surtout, on fait gagner du temps aux différents interlocuteurs et après d'avoir un taux de transformation très fort. C'est-à-dire de dire typiquement pour faire un recrutement, j'aimerais bien que mon manager, il recrute maximum 2-3 personnes et ensuite après, d'avoir des profils qui soient tellement sélectionnés que, ils vont aller dans des use cases, ils vont les réussir parce qu'on a fait un travail en amont et la mesure de la capacité d'acceptation des offres, de closer quasiment 100 des gens qu'on a fait arriver jusque-là. Donc ouais, c'est quelque chose à quoi on fait très, très attention. C'est super important. Il y avait quelqu'un qui avait aussi parlé des taux de transformation sur Welcome to the Jungle. Pareil, combien de personnes vont jusqu'au bout de postuler? Est-ce que j'ai des personnes qui drop? C'est plein de métriques qui sont super intéressantes et qui Trop donnent bien. beaucoup Et d'enseignements. il y a Tiffen qui dit justement le funnel de conversion est très puissant pour ça. C'est vrai que si tu fais l'effort de regarder tes taux de passage, c'est Ouais. vraiment du marketing appliqué au recrutement, mais ça fonctionne extrêmement bien. C'est très puissant, comme tu dis, Tiffen. Donc c'est trop cool. Je vais donner le micro je vais laisser Sarah donner le micro à Noémie. Parce que tu avais une question un petit peu, on va dire, introductive, enfin, au début de la présentation. Et je pense que tu voudrais en savoir plus sur justement l'équipe de recrutement chez Usain. Donc on va commencer avec toi, Noémie, si t'es avec nous. Ouais, je suis toujours là. Écoute, merci beaucoup Pierre pour, la présentation. C'était hyper, intéressant et au début, tu disais donc vous avez fait 90 recrutements avec 2 TAM. Je voulais en savoir un peu plus sur l'équipe recrutement. Donc, c'était juste 2 personnes dans l'équipe recrutement ou vous êtes plus nombreux? Hem, non, on est p alors, moi, quand je suis arrivé, on était 2. Je suis arrivé en septembre 2021, on était 2. Il y avait moi et Christina, mais qui aujourd'hui est Head of People chez Usign. On a fini 2021 à 2. On a commencé 2022 en étant jusqu'à 3. On a quelqu'un ensuite chez nous qui est passé côté, People Ops, parce que nos plans de recrutement sont plus faibles sur 2023 que sur 2022. En 2022, on a recruté plus de 90 personnes. En 2023, ça devrait être entre 40 et 50, je pense. Donc ouais, l'équipe au plus fort était une équipe de 3 et la plupart de l'année, on était 2. OK, impressionnant. Trop cool, désolé. Je prends le relais du coup et on va donner le micro à quelqu'un d'autre. Il est 45, donc on va aller assez vite sur les questions et essayer d'en traiter un maximum. Claire déborde, on va te donner le micro si tu veux poser la question. Je ferai peut-être un petit peu un moment, un bulk pour que Pierre, tu puisses répondre au maximum de monde. Euh, Hop. Est-ce que Sarah, tu peux donner le micro à Claire? Je crois qu'elle n'est plus dans le Ah, webinaire, elle elle a est dû plus là. partir Bon, manger. désolé alors. Garde ta question pour de la 5. Non, mais je vais enchaîner alors du coup, mais il y avait Benjamin qui te demandait pour le NPS, curieux de voir comment vous faites ça avec Team Taylor. Il se demande si c'est automatisable en dehors de cet ATS. Tu disais, toi, que tu avais switché justement de Greenhouse à Ouais, Team Taylor pour faciliter notamment cette partie. exactement. Sur Greenhouse, on faisait absolument rien, tout simplement. Avant octobre 2022, on avait 0 mesure de NPS. Donc mauvais exemple, parce qu'on n'avait pas pris le temps de le paramétrer dans Greenhouse et on avait des soucis de catégorisation sur Greenhouse. Typiquement, si on a envie de faire des bonnes campagnes de NPS, il faut déjà dans un premier temps détailler des étapes prédéfinies du process, savoir qu'à telle étape, on envoie ou non un NPS. Sur Greenhouse, on n'arrivait absolument pas à le faire. Chacun était dédié par job.
Et c'était devenu très compliqué à gérer. Donc, on ne l'a pas fait. Sur Team Taylor, on l'a fait dès le début. C'était une des raisons qui faisait qu'on a choisi cette ATS, mais pas la seule. Pourquoi? Parce que c'est faisable en quelques clics. En réalité, tu définis d'abord tous tes postes avec à chaque fois le process. Tu mets à chaque fois les mêmes étapes de process, entretien TAM, entretien manager, test, etc. Et après, tu as des triggers que tu peux mettre en place qui vont envoyer automatiquement le NPS quand un candidat passe d'une étape à l'autre. En fait, tu as une sorte de format de tableau façon Trello. Et dès que tu le passes d'une case à l'autre, il l'envoie. Il faut mettre en place des règles de gestion. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, tant que le candidat est en process, il ne reçoit pas de NPS, sauf s'il est recruté, parce qu'on a envie que la personne soit au bout du process. Et sinon, dès qu'il passe en no-go, donc dès qu'on le sort de notre process de recrutement, il reçoit le NPS s'il passe en no-go et qu'il a à minimum atteint l'étape time interview. Et après, tu le refais, etc. Tu manipules, tu paramètres tes triggers avant de lancer le job, et ça se fait automatiquement. Et sur les autres outils, je ne sais pas comment ça se fait. Je pas très bon. Justement, il y a une question qui revient assez souvent mais, sur la thèse, c'est comment est-ce que vous l'avez choisi, peut-être en 2 ou 3 critères qui ont influencé votre choix, tu vois, un peu Super articulé si tu veux question. prioriser. Super question. Pourquoi on l'a choisi? Il y a plusieurs raisons. La première, elle est assez évidente, c'est une raison de coût. La plupart des ATS, ils vous font un pricing. Si vous êtes entre temps et temps d'employé, c'est temps, etc. Et pour nous, ça ne devenait plus du tout intéressant de travailler avec Greenhouse, mais en plus de ça, on n'en était plus satisfait. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'on n'allait pas assez loin dans le setup, dans la personnalisation, dans l'utilisation de leurs fonctionnalités. Donc en réalité, on n'utilisait pas 100% de leur potentiel. Ce qu'on voulait, c'était prendre un ATS qui soit très bon sur toute la partie RGPD, compliance, etc. Ce qui était déjà Greenhouse, mais Team Taylor le fait de manière très très simplifiée. On voulait un ATS qui soit très bon sur les NPS pour justement commencer à pouvoir activer ces leviers. Et comme je te l'ai décrit tout à l'heure, Team Taylor le fait très très bien. J'ai des dashboards en 2-3 clics, je peux voir mon NPS global, filtré par employé, par TAM, filtré par période, etc. Donc j'ai tout de suite des insights assez faciles à aller chercher. Et Team Taylor est assez bon dans le fait d'automatiser, de faire des gains de temps. Il y a des systèmes très simples de campagne de nurturing, d'envoi automatisé, de traitement en lot, etc. Donc, c'est ce qui justifie le choix. Excellent. Et on va passer, je vais bulker des questions, notamment, tu as parlé de la cooptation, qui est un truc super important chez vous. On voyait les taux de référol vachement élevés. Magnifique travail du coup de votre part là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier sur la transparence des données, parce que c'est rare. Et ça, vraiment, ça illustre bien, ça donne envie effectivement de voir l'impact et de le faire aussi, je pense, dans les équipes de tous ceux qui sont là présents sur le live. Et donc, sur la cooptation, il y a Roman qui te demande quels sont les incentives chez Usain quand vous lancez vos campagnes pour booster la coop, typiquement pour les devs par exemple. Et pour aller plus loin, il y a Fanny qui demandait, à part les incentives financiers, est-ce que vous avez des idées pour animer une campagne de cooptation efficace? Ouais, super, super question. J'en profite du coup pour parler de Trusty, puisque nous, c'est l'outil de recrutement avec lequel on bosse. Allez voir ce qu'ils font, c'est top. C'est un outil qui répond parfaitement à nos besoins. On en est très, très satisfait. On a complètement boosté le referral depuis qu'on a mis en place Trusty. Et effectivement, eux nous accompagnent et proposent des choses pour aller réfléchir dans comment est-ce que je mets en place des incentives qui ne soient pas uniquement financiers, comment est-ce que je fais en sorte de rebooster potentiellement le referral à certains moments. Nous, on n'est pas du tout au bout du chemin de la maximisation. C'est encore un travail, c'est encore un long travail. Dans le sens où il y a plein de choses qu'on peut faire. Eux proposent par exemple un partenariat avec une entreprise qui s'appelle, je crois, ChariTips, qui permet, au lieu de donner aux coopteurs des incentives financiers, de leur proposer de faire des dons à des associations de leur choix. Donc ça donne un aspect un peu valeur et sens. ChariTips, c'est une plateforme qui va déjà filtrer les associations, puis gérer toute la partie dons et vous accompagner dessus. Donc ça, c'est quelque chose de top auquel on réfléchit. Mais on n'en est pas encore là. Nous, ce qu'on fait, c'est un système assez simple avec des primes de cooptation.
On offre une prime financière à chaque cooptation qui rejoint YouSign et qui valide sa période d'essai. Chaque entreprise le fait à sa sauce. Nous, on fait le choix de faire une prime qui est fixe. C'est le même montant, peu importe le type de personne qu'on recrute. Il faut juste que la personne valide sa période d'essai. On ne fait pas de distinction selon la seniorité, etc. Certaines entreprises le font parce qu'on est dans une stratégie qui est de booster le referral. On préfère que les gens cooptent beaucoup, quitte à coopter avec une baisse de qualité, plutôt qu'ils se disent attention, il faut que je coopte que des profils top, etc. Et que nous, on a une baisse de ce volume-là, on veut plutôt être dans une approche qui est à l'opposé de la brider, mais plutôt de l'encourager. Donc, on a ces incentives-là financiers et on a des challenges. Donc, tu as un challenge par trimestre où on va venir définir des règles. La définition des règles est importante parce que potentiellement, elle permet de booster des postes ou des actions et des leviers de référents différents. Est-ce que j'ai envie que les gens cooptent beaucoup? Est-ce que j'ai envie qu'ils recrutent beaucoup? Est-ce que j'ai envie qu'ils fassent beaucoup de vues sur leur lien de cooptation? Est-ce que j'ai envie, etc. Donc ça, c'est complètement libre à moi, enfin à nous. Et après, on met en place des incentives sur les challenges qui ne sont pas forcément des incentives financiers. Ça peut être des dons à des associations de leur choix. Alors pour l'instant, on le gère à la maison, c'est un petit peu pénible. Enfin, pénible, pas dans le sens que ça m'embête, mais que ça demande du temps et que il y a un petit travail de préparation. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du partenariat avec Charity, parce qu'il permettrait de complètement externaliser, de complètement déléguer cette partie-là. Et sinon, on offre plutôt des expériences. C'est-à-dire qu'on offre des chèques cadeaux, staycation ou autres pour offrir plus que de l'argent, mais une sorte d'expérience pour récompenser la personne. Hyper cool. Je vois qu'il est déjà quasiment l'heure d'envoyer tout le monde déjeuner, donc c'est cool. Il y Ouais, a je suis vraiment beaucoup désolé, de je monde suis un qui est peu resté bavard. pour les questions. Je vais finir quand même avec celle de Salimata et voilà, j'invite les autres. Vous étiez vraiment hyper nombreux à poser des questions, donc peut-être à écrire à Pierre directement sur LinkedIn et je suis sûr qu'il y aura moyen d'avoir des échanges assez cool. Et du coup, peut-être la dernière, c'est quels sont tes canaux qui fonctionnent le plus pour vos approches en direct? Est-ce que tu en as certains en fonction de la seniorité, des profils recherchés qui marchent mieux? Est-ce que tu adaptes ou est-ce que tu as on va dire des règles un peu standards euh, qui fonctionnent? Ah, on t'a perdu au niveau du son. Non, C'est je ne bon. vais pas être très original sur la réponse LinkedIn. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend des profils que tu recrutes, mais nous, on est une boîte tech, donc on recrute beaucoup de sales, beaucoup de profils tech. Donc, c'est des gens qui sont énormément sur LinkedIn. Si je vais découper derrière le sourcing, si je vais découper derrière la métrique sourcing, ça va être peut-être 95% de recrutement sur de l'approche directe sur LinkedIn, 5% sur d'autres canaux. Notamment, on compte, alors non, j'exagère peut-être un peu, c'est peut-être 90-10, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on compte en sourcing les personnes qu'on recrute via la participation à des events, quand on sponsorise des événements, que les gens viennent nous voir sur nos stands, qui nous disent qu'ils sont intéressés, etc. On le compte comme du sourcing parce que c'est quand même une action un petit peu d'approche, d'aller chercher les gens et de faire un effort de contact, même si on ne va pas les voir sur le compte stand, sur le salon en disant hey, vous voulez venir chez nous, mais pas compris l'idée. Donc, ouais, c'est 90% de LinkedIn, 10% d'event, réseau et autres. Je sais qu'il y a certains recruteurs qui recrutent typiquement sur Stack Overflow, sur GitHub et autres. Aujourd'hui, moi, ce n'est pas un canal que je privilégie. Je l'ai déjà fait, mais parce que en fait, quand je mesure le ROI, c'est très faible. On ne recrute pas via ces canaux-là, ça demande beaucoup de temps. Et en fait, on préfère booster d'autres canaux. Et puis en plus, je ne suis pas expert. Donc en fait, je perds beaucoup de temps pour des résultats qui sont assez faibles. Mais ça existe, et je sais qu'il y a des gens qui recrutent énormément via GitHub, et je serais très intéressé qu'ils m'apprennent à craquer le truc. Donc, dans LinkedIn, un peu d'event. Et est-ce qu'il y a des astuces sur la seniorité? Après, il faudrait faire un atelier spécialisé sourcing, mais oui, on a des approches qui sont différentes, selon la seniorité, selon les types de profils. Il y a plein de petites méthodes qu'on peut mettre en place. Canon. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Et juste peut-être sur la question justement de Stack Overflow, Dribble, GitHub et tout, tu as un outil de recherche booléenne assez cool qui s'appelle RecruitIn, '-in. On commence à le voir un peu partout, mais voilà, hyper Ouais. utile si vous avez envie de faire une recherche thématique sur tout en même temps, Google, LinkedIn et ces plateformes tech. Du coup, ça on recommande vraiment pour vous aider à sourcer si vous utilisez d'autres canaux.
Bah écoute, merci beaucoup encore Pierre, franchement c'était canon, on a encore beaucoup de monde qui est sur le live et qui te remercie. Est-ce que tu peux l'envoyer dans le chat STP? Ok, ça marche, je vais essayer de le retrouver très vite. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est regarder sur les ressources recruteurs de la page TPC. On a sorti toute une bible du sourcing et de l'acquisition et dedans, tu as tous les outils qu'une quinzaine de recruteurs de la communauté nous ont donnés, donc vraiment que des trucs de fou. Et j'ai quand même réussi à te retrouver le lien, donc le voici dans le chat. J'en profite pour vous remercier tous et toi Pierre, vraiment canon. Merci. Tu as délivré énormément d'infos et d'astuces et de KPI et de métriques à regarder. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça vous inspire et si ça vous fait un peu changer votre vision sur le sujet. La conversation continue, on enverra évidemment le replay à tous les membres du crew. Donc voilà, on vous retrouve très prochainement pour un live. Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Encore merci Pierre.